bonjour à tous. Je vous remercie infiniment de cette invitation dans cette jolie cave. Ce que je vais essayer de vous apporter comme élément, c'est d'essayer de comprendre les grands changements, les fondamentaux, pour essayer de se projeter et de voir en effet qu'on va avoir des éléments qui nous permettent de penser que le bio va continuer de progresser. Donc simplement, pour bien comprendre ce qui se passe, vous le savez, vous le voyez dans les médias, on a ce sujet de l'alimentation. Alors le vin est bien vécu comme un aliment qui est de plus en plus présent dans tous les discours des politiques. C'est vraiment un sujet qui est devenu le sujet de société numéro 1. Et finalement, on va avoir des modifications qui sont de plus en plus rapides. Au Crédoc, on a des systèmes d'enquête qui datent de 30 ans où on a des questions sur comment les Français vivent leur alimentation et donc leur consommation de vin, mais aussi qu'est-ce qu'ils consomment. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a depuis 5-6 ans une accélération des changements des valeurs, mais aussi des comportements, puisqu'on va avoir des baisses de consommation de certains produits qui vont finalement être dans ce sens d'aller vers des produits qui sont et meilleurs pour la planète et meilleurs pour la santé. Donc ça, c'est un changement de fond qui est fondamental. Et on verra en deuxième partie comment ça se traduit sur ce qui marche, quels sont les critères qui vont faire qu'on va aller vers des produits donc alimentaires ou bien entendu de produits tels que le vin. Alors sur les grands changements fondamentaux, on est dans une société qui est influencée par l'extérieur. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des grands changements, et ça c'est une façon de se projeter, générationnel. Qu'est-ce que ça veut dire générationnel? Eh bien simplement, vous allez vous retrouver ici dans une petite photo, c'est que chacun, vous êtes né à une période où certaines valeurs étaient plus fortes que d'autres, et donc il y avait des normes qui étaient installées, et puis il y a aussi des grands changements structurels qui sont liés au mode de vie. Et il y a une très grande rupture qui s'est faite sur les valeurs, mais aussi sur les modes de consommation, qui s'est faite à la fin des années 70, qui est l'arrivée d'une génération qui est la génération mai 68, que j'ai appelée ici génération hypermarché, tout simplement parce qu'on est arrivé dans une société d'hyperconsommation à partir de ce moment-là. Mais ce qui est marquant, c'est surtout des valeurs qui sont très très fortes, qui sont une opposition de cette génération par rapport aux générations précédentes, sur la tolérance, sur l'autoritarisme, mais aussi sur la relation au plaisir. À partir de cette génération-là, on accepte dans la façon de manger le péché de gourmandise et l'hédonisme qui est très très fort. Toutes les générations suivantes vont rester globalement dans ces changements de valeurs, mais on voit arriver en plus, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai nommé la dernière génération qui est née dans les années 2000, la génération mieux mangée. C'est qu'on va avoir, parce qu'il y a eu des grandes crises sanitaires, parce qu'il y a cette grande crise écologique, des changements qui sont nouveaux et qui vont surtout se diffuser très très vite dans la société parce qu'ils sont repris au niveau des médias. Mais derrière ces valeurs, on va avoir aussi des gros changements de comportement qui sont liés. Alors, il y a vraiment un changement de valeur qui est fondamental, qui va avec ces changements qui sont aussi de la relation de l'homme à la nature, qui est la féminisation de la société, puisqu'à partir de cette génération, on a 80% de femmes qui travaillent. La génération robot électrique, il n'y en avait que 50%. Donc il y a une portée de ces valeurs qui va avoir une influence alors sur la consommation alimentaire en général, mais sur tout un tas d'autres sujets de la consommation. Et puis, on va avoir l'arrivée de l'offre qui va beaucoup modifier les choses. Donc, des nouveaux circuits de distribution. Ici, aujourd'hui, on a bien une rupture qui est forte, c'est bien dans la façon d'acheter. Et vous le savez, les grands hypermarchés sont aujourd'hui font partie des modèles qui sont en train de disparaître puisqu'on a choisi d'acheter dans des circuits plus spécialisés et qu'on va couper un peu notre façon d'acheter dans les dernières générations. Pour illustrer ce que je vous dis, il y a vraiment un changement de valeur qui est important, qui est celui de la montée des valeurs écologiques. Donc sur ces préoccupations environnementales, on suit au Crédoc depuis 1978 une question sur, d'après vous, quels sont les sujets qui sont les plus préoccupants ? Et dans les sujets qui préoccupent, on a la dégradation de l'environnement dans notre historique d'enquête qu'on fait en face à face depuis 40 ans,
La dégradation de l'environnement avant 90, c'était moins de 5% des Français qui considéraient que c'était un des sujets les plus importants, parmi des sujets de société très forts qui sont la pauvreté, le chômage, mais aussi l'immigration, la sécurité, la violence, les maladies graves. Et on voit une montée, en effet, au moment du Grenelle de l'environnement. C'est un sujet qui est porté politiquement. Ensuite, on a une baisse de la préoccupation qui est essentiellement liée à la crise économique, qui a quand même beaucoup modifié la relation à l'alimentation. Et évidemment, quand on est en période de crise économique, l'environnement passe après la pauvreté et le chômage. Mais on a une forte explosion en 2018, plus 7 points sur ce critère-là. Et derrière ces préoccupations, eh bien, on voit que ces changements de la dégradation de l'environnement qui devient prioritaire est avant tout lié à 2 critères sociodémographiques qui sont les générations. On le voit sur ce graphique, c'est que quand on prend une même génération, par exemple la génération marquante, la génération mai 68, en effet, on n'était qu'à 0% dans les années 78, et puis ça progresse. Mais ce que vous voyez qui est intéressant, c'est que ceux qui ont plus de 60 ans, eh bien, ça diminue. Pour ces générations-là, elles ne seront plus là en 2050. Donc, ce sont ceux qui sont les moins préoccupés. Vous voyez, ça baisse. Ils voient que c'est un sujet qui ne les concernera pas. Et par contre, toutes les générations qui ont moins de 50 ans, ça progresse beaucoup sur les derniers points, entre 2015 et 2018. Et les très jeunes sont 27% à considérer que c'est la première préoccupation. Et aujourd'hui, la dégradation de l'environnement, c'est la première préoccupation en moyenne pour les Français. Il y a un deuxième critère, et ça c'est important, c'est que ce sont ceux qui sont les plus diplômés, on appelle ça les hauts capitales culturels, qui vont dire que la dégradation de l'environnement est importante. Donc c'est un sujet qui concerne l'élite de la société et les plus jeunes. Les générations les plus anciennes disparaissent et on aura des générations qui sont nées dedans et qui vont demander de plus en plus à ce que des changements soient faits. Donc ça, c'est une valeur qui progresse, qui nous vient d'une philosophie qui est un peu extérieure à la nôtre, qui est une philosophie plutôt du nord de l'Europe, et derrière laquelle on va trouver ce sujet de la relation de l'homme à la nature. Quelle place doit avoir l'homme par rapport à la nature? Et évidemment, dans nos sociétés, on était plutôt l'homme est au-dessus de la nature. Et cette nouvelle façon de prendre en compte l'écologie, c'est de considérer que non, l'homme fait partie de la nature comme l'animal. Et bien sûr, on a le bien-être animal qui vient de ces grands changements de valeurs qui nous viennent de valeurs protestantes par rapport à nos valeurs, nous, de la philosophie des Lumières. Donc c'est un changement fondamental. Dans la même lignée, et ça vient exactement de ces mêmes changements de valeurs, eh bien, on a la relation à la santé. Vous savez que dans nos cultures, ce qui compte le plus, c'est le curatif, c'est de guérir les individus qui sont malades. Eh bien, ce qui nous vient de ces cultures protestantes, c'est ce changement fondamental qui est qu'il est plus important de faire de la prévention, et vous l'entendez de plus en plus dans les messages qui viennent des politiques publiques. Eh bien, on voit que les très jeunes, et ça c'est très nouveau, sur la diapositive suivante, s'il vous plaît, on voit bien que les très jeunes, à la fois que le lien alimentation-santé est en très forte augmentation, et ça a surtout beaucoup bougé, vous voyez ici, entre 1997 et 2007. Après, ça s'est stabilisé pendant la crise économique et ça monte. On est à 91% de Français qui pensent que manger et donc boire a une influence sur son état de santé. Et on voit encore une fois que les plus jeunes vont, sur la diapositive suivante, vont être beaucoup plus sensibilisés à ce sujet du lien alimentation-santé. Et ça, c'est très récent. Vous voyez qu'ici, ça ne se voit que sur la dernière génération nomade. Ils sont plus nombreux au même âge à penser qu'il y a un lien entre alimentation et santé. Et ça, c'est nouveau parce qu'auparavant, faire de la prévention santé auprès des jeunes, c'était impossible. Mais là, et on le sait, ils consomment moins de tabac, moins de drogue, moins d'alcool au même âge que les générations précédentes parce qu'ils ont cette idée que c'est important de préserver leur capital santé. À cette question, je vois que ça fait réagir la salle, cette question de l'alcool et de la santé, eh bien, il y a quand même un changement du statut du vin
qui s'est fait vraiment il y a une dizaine d'années. Auparavant, le vin n'était pas du tout considéré en termes de danger comme d'autres produits alimentaires. Il avait une image très très positive et on a eu un très fort changement au moment où on a eu à la fois des mesures de santé publique en termes de sécurité routière et quand on a mis le logo sur les femmes enceintes sur les bouteilles de vin. Et finalement, l'opinion par rapport à la dangerosité du vin est arrivée au même niveau que les boissons alcoolisées. C'est là qu'on a associé le vin à l'alcool. Et ici, en termes de proportion de Français qui considèrent que les boissons alcoolisées présentent des risques pour la santé, on voit qu'il n'y a pas de différence selon les tranches d'âge, mais on est à environ la moitié qui pense que ça présente des risques importants. Et on voit bien que c'est un peu, en historique dans nos enquêtes, que c'est un peu progressé. En termes... alors, je veux bien la diapositive suivante. En termes de comment ça se traduit sur les représentations et les façons d'acheter, eh bien, on voit des évolutions qui sont très importantes sur une question qui est la qualité. La qualité, c'est finalement ce que les gens sont prêts à payer plus pour un produit. Donc là, je l'ai mis sur l'aliment. Évidemment, ça aurait été intéressant d'avoir ça sur le vin, mais sans doute qu'on aurait un petit peu les mêmes choses. C'est qu'on voit qu'en une vingtaine d'années, à la question, si je vous dis aliments de qualité, à quoi pensez-vous? Ce sont des questions ouvertes qui sont posées à des échantillons représentatifs de la population. Dans les années 2000, on aurait dit vin, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un vin de qualité? Qu'est-ce que c'est qu'un aliment de qualité? Eh bien, dans notre tradition, c'est avant tout un produit qui est bon au goût, qui est un produit qui est naturel. C'était déjà présent, et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort en France qu'ailleurs. Un produit qui est frais. Et puis, on a des évolutions de cette association aliment-qualité qui va vers, en 2007, des produits qui ont un aspect qui soit plus esthétique. Ça concerne les produits alimentaires en général. Un produit qui apporte de la fraîcheur. Et vous voyez une chose qui arrive en 2015, le premier mot, alors qu'auparavant c'était le goût, associé à aliment de qualité, c'est le bio. En effet, le bio est vraiment la caractéristique qui va rassurer les consommateurs, puisque dans le même temps, entre 2000 et 2015, on a une proportion de Français qui sont inquiets par rapport à leur alimentation, qui est passée de 60% à 3/4 de Français. On n'a jamais été aussi inquiet de ce qu'on mange qu'aujourd'hui, 74% des Français, tout simplement parce qu'on a eu, entre 2000 et 2015, un enchaînement de crises sanitaires, et surtout 2000 et 96, la vache folle, la fraude de la viande de cheval en 2013, qui va créer ce besoin d'être assuré. Et le produit bio et les produits bruts, vous voyez en 2015, légumes, fruits, légumes et viande, ça rassure. On veut des produits qui soient naturels, des produits qui soient dans cet idéal d'une nature mythique, et c'est le bio qui, finalement, va résumer toutes ces qualités. Et puis, il se passe quelque chose entre 2015 et aujourd'hui, c'est vraiment cette séparation entre deux choses. Et c'est les mêmes individus qui vont se séparer en deux groupes. Ceux qui disaient le bio en 2015, on en a une partie qui vont continuer à dire bio. Bio est juste toujours le premier mot en 2018. Mais il y a un autre mot qui arrive, c'est sans, S-A-N-S, qui vient d'une offre qui s'est développée, d'une offre qui a été portée par la grande distribution et qui sont portées sur de nouvelles peurs. Aujourd'hui, il y a 10 ans, 5 ans, les peurs qui montaient, c'était les pesticides. Aujourd'hui, ce n'est plus les pesticides en premier, ce sont tous les produits de chimie de synthèse, les additifs, les colorants, les conservateurs. Et les distributeurs, en se concurrençant, ont mis ces mentions-là. Et donc, c'est du sans. Donc toujours sans pesticides, mais aussi sans colorants, sans additifs, sans conservateurs, sans sucre, sans sel, etc. Et tous ces régimes d'éviction. Et donc on a cette nouvelle offre qu'on va trouver dans le secteur du vin, qui va être le sans sulfite, le sans pesticides ou encore le sans alcool, qui va finalement être une façon de faire une autre offre qui propose non pas un moyen comme le bio, mais du résultat dans le verre de vin qui va répondre à ces peurs qui sont fortes. Et l'association à bio, évidemment, toujours le naturel, qui est toujours très fort en 2018. En termes
de séparation au sein de la population sur cette question de l'aliment de qualité, eh bien, on voit qu'il y a une opposition entre tous ceux qui vont vous parler du local et du sain, qui sont les catégories les plus diplômées. Et c'est vraiment une opposition très forte au sein de la population. On a à peu près les 2/3 qui vont vous parler du sang ou du sain et du bio ou du label. Et puis, les catégories ouvriers employés qui continuent de parler du goût et du prix, un produit de qualité étant plus cher que les autres, et des terroirs qui va apparaître dans ces labels-là. Enfin, simplement pour la diapositive suivante, s'il vous plaît, simplement pour essayer de faire un panorama comparatif au niveau international. Si je pose la même question aux Américains, aux Allemands ou aux Japonais, eh bien, on voit qu'il y a quand même ce courant de vouloir du bio, ou bien de vouloir du sang, ou bien de vouloir des produits naturels, est assez commun à tous les pays. Mais on note quand même une chose qui est intéressante, c'est qu'on a toujours opposé les Français aux Américains, et on a toujours dit que ce qui nous différenciait en termes d'alimentation, c'était qu'en France, on était sur le goût et que les Américains ne l'étaient pas. Eh bien aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis, le premier mot qui sort, c'est bon. Et vous voyez, chez les Américains, au goût. Donc ils nous ont rattrapés sur ce sujet-là et arrivent, mais on le voit quand même de façon en second, arrive en Allemagne et aux États-Unis, le bio arrive bien au même niveau qu'en France. Et vous voyez que le mot sans est très fort au Japon. Chez eux, c'est beaucoup plus important. On veut des produits sans chimie de synthèse, sans produits qui vont à l'encontre de la nature, même si dans ces pays-là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, évidemment, il y a le local qui est très très fort au Japon, puisque c'est une île, c'est comme en Angleterre. Ce qui compte, c'est d'avoir des produits qui viennent de chez soi. Alors, juste pour conclure sur quels sont les enjeux de demain, ce qui est à retenir de ce que je viens de vous présenter, c'est que oui, on a des changements qui sont de plus en plus importants. Ces changements sont portés par des catégories de population qui sont les leaders d'opinion. Donc à la fois les très jeunes, vous l'avez vu, c'est générationnel, mais aussi par les catégories à haut capital culturel, ce qui fait dire à certains que finalement de consommer du bio, c'est un signe distinctif. Ça veut dire que je consomme ces produits-là qui sont plus chers pour me distinguer des autres, mais ça veut dire aussi que les autres vont être attirés vers ces comportements-là. Mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, dans ce qui va être recherché, c'est des produits qui permettent de répondre à ces nouvelles valeurs, l'écologie, et cette individualisation des valeurs qui est que je veux maîtriser ma vie et donc je veux des produits qui préservent ma santé. Et il faut évidemment concilier les deux et c'est ça qui va finalement être dans ce qui sera le plus fort dans l'avenir. Donc dans votre secteur, ça peut être sans sulfite, sans pesticides ou encore sans alcool. Et dans d'autres secteurs, c'est évidemment d'aller vers plus de végétal et moins de produits carnés. Et puis, à court terme, on sent qu'évidemment, le local et la production en économie circulaire est aussi quelque chose qui se développe. On sait qu'ici, dans cette région, on a vraiment des circuits courts qui se mettent en place. La proximité rassure, de connaître son producteur de vin, de connaître son agriculteur est un facteur très important. Et bien sûr, la transparence, la façon de produire, d'expliquer tous les processus qui sont mis en place. Parce que si on découvre finalement des choses qu'on ne connaissait pas, c'est ce qui s'est passé sur la vache folle, eh bien, ça fait des crises encore plus fortes. Donc, de ne pas expliquer comment est produit le vin, si on découvre qu'il y a des substances qui n'étaient pas connues, évidemment, ça peut poser problème. Et le dernier point qui, évidemment, est aussi à l'ordre du jour, et c'était ce qui a été mis en avant en premier dans les États généraux de l'alimentation, c'est la juste répartition de la valeur et ce côté équitable nord-nord où on rémunère le producteur à ses justes coûts. Voilà, je vous remercie. Merci.